Jeunesse d'avenir débat. Jeunesse d'avenir débat, une émission qui met l'accent sur la jeunesse avec des sujets qui abordent sur la politique, le développement, l'éducation, la culture et la société. Bien. Bonjour très chers téléspectateurs, bonjour amis du magazine Jeunesse d'avenir et débat. Très heureux de vous savoir, très nombreux, partout là où vous nous suivez ce matin et ce soir, ça dépend de l'heure que vous allez nous capter, ici en République démocratique du Congo, dans la province, dans toutes les provinces et dans tous les pays voisins de la RDC. Partout là où vous pouvez nous capter, nous vous disons une fois de plus bonjour. Merci beaucoup. Nous, c'est Jeunesse d'avenir et débat. Nous sommes là aujourd'hui avec un autre sujet. Je crois que nous sommes très heureux. Nous avons eu vos appels. Merci beaucoup pour ce grand suivi. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Nous vous disons grand merci en tout cas. Alors, ce matin, nous sommes venus avec un nouveau sujet. Vous savez, la semaine a été vraiment mis plein avec plusieurs actualités. Et il y avait le week-end. Aujourd'hui, nous avons un tout premier numéro de la semaine où nous allons échanger avec vous. Mais d'abord, je voulais vous présenter les sujets d'actualité. Nous allons commencer par le secrétaire général de l'UNC, M. Billy Kambale, a informé le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Gentini Ngobila, sur la rencontre qui se tiendra ce samedi 23 octobre au stade Maloula et avec tous les caméristes. Donc, vous avez la note de l'information qui a déjà été donnée sur la table du territorial de la ville de Kinshasa. Deuxièmement, nous avons Katumbi qui exige toujours un consensus institutionnel pour les élections crédibles, transparentes, afin de rétablir la cohésion nationale et demande à Fachi, le président de la République, de ne pas investir les membres de la CENI récemment entérinés par l'Assemblée nationale. Ça, c'est la sonnette d'alarme de Ensemble pour le changement, via son président national, M. Katumbi Moïse Chapwe. Alors, nous avons aussi Martin Fayulu. Il y a Martin Fayulu qui appelle à la constitution d'un grand bloc patriotique pour contrer la dictature fasciste. Ça, c'est l'opposant qui aussi donne une sonnette d'alarme. Mais aujourd'hui, nous avons un sujet très important. Nous allons parler de l'entérinement de Denis Kadima à la tête de la CENI. Vous savez, la semaine s'est passée comme elle s'est passée. Finalement, l'Assemblée nationale a décidé autrement. Et aujourd'hui, un peu, on va essayer, avec les invités que j'ai, nous allons très bien les analyser. Mais je vais d'abord vous présenter mes invités. Je vais vous présenter mes invités avant que nous puissions entrer dans le dossier du jour. À ma gauche, nous avons Monsieur Patient Louemboué Mouzouri. Lui, il est secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et idéologiques du parti PANEC. C'est un parti national pour la nouvelle énergie du Congo. Il est politologue et analyste politique, ressortissant de l'Université pédagogique nationale, et il est délégué de marketing à l'OCC. Je lui dis déjà bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous êtes très bien portant de partager avec nous ce plateau cet après-midi. Bien évidemment, tout va bien. Merci beaucoup. Alors, à ma droite ici, j'ai monsieur Jean-Marc Bakindo Bienga. Lui, il est chercheur en relations internationales. Il est analyste politique indépendant des questions internes et internationales, membre de plusieurs structures de réflexion, j'insiste, scientifiques et aussi politiques. Je lui dis déjà bonjour, monsieur l'assistant. Bonjour, monsieur le journaliste. Et j'espère que vous êtes aussi très heureux avec les belles impressions que vous trouvez ici sur ces plateaux. Oui, on est très content en tant que Congolais et puis surtout de partager et parler du Congo. Donc, c'est une passion pour nous autres. Alors, maintenant, avant d'abord que nous entrions dans notre dossier du jour, comme je l'ai annoncé, mais nous allons parler un peu de l'actualité. Je reste d'abord avec vous. Vous avez suivi finalement cette affaire des rames. Je crois qu'en tant qu'analyste, vous ne pouvez pas quand même manquer un point de vue à donner à tous les téléspectateurs qui suivent Mting Télévision en ce moment et aussi aux amis du magazine Jeunesse d'avenir et débat. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, parce que à chaque personne, il y a toujours une certaine dose de connaissances et que nous devons bénéficier de cela. Que c'était l'actualité qui abat le plein la semaine passée. Est-ce que vous pouvez avoir un mot à ce sujet?
Oui, merci beaucoup pour la question. Moi, avant de commencer de répondre à cette question, j'aimerais d'abord me poser ou vous poser une question. Quelle est la nature juridique de cette histoire-là des rames? Est-ce que c'est une taxe ou c'est un impôt? Parce qu'on a suivi l'actualité avec l'interpellation du ministre et la question orale avec débat à l'Assemblée nationale. On a vu presque tous les députés monter au créneau pour décrier ce qu'ils ont appelé, j'emprunte le concept, l'escroquerie d'État. Parce qu'ils ont posé des questions au ministre. Quelle est la nature juridique de ça? C'est une taxe ou non? Parce qu'on sait si c'est une taxe, il y a des contreparties. Alors si c'est un impôt, ça doit être, une taxe ou un impôt, ça doit être couvert par une loi. Exactement. Donc la loi doit dire quelque chose. Est-ce que nos lois ont prévu cette histoire des rames? Je ne pense pas. Il y avait un décret apparemment. Bon, les autres se sont dit, est-ce que le décret prime sur la loi? Il y a beaucoup de juristes qui se sont contredits. Mon cher ami, vous savez, en politique, il y a certaines décisions, lorsque vous les prenez, il faut tenir compte aussi de la situation politique, de la situation sociale de la population. Très bien. Prendre une décision du genre RAM et commencer à couper de crédit aux paisibles congolais, c'est paisibles citoyens. Donc, c'est les tordre. Oui, c'est envenimant encore la situation. Et puis, les gens qui vivent avec moins d'$1 par jour, vraiment, augmenter encore cette histoire des rames, je pense que c'est une manière d'augmenter encore la souffrance des Congolais. Ça, c'est les propos de monsieur Jean-Marc Bakino Bienga. Je vous rappelle qu'il est assistant à l'université de Kinshasa, quoi qu'ici il n'engage pas l'université, mais il parle en tant que chercheur et analyste, toujours penseur libre. Je suis encore à côté de notre chercheur, penseur libre aussi, lui non plus n'engage son parti, mais il est venu pour réfléchir autour des questions qui touchent les Congolais, des questions qui sont importantes pour la nation. Évidemment, pour réfléchir pour la nation, il ne suffit simplement pas d'appartenir dans une cellule ou d'être membre d'un certain parti politique, mais aussi il faut simplement avoir cet amour, l'attachement aussi, la passion de servir son pays. Voilà, j'ai aussi l'intention de lui poser la même question. Finalement, monsieur Patient Louémé. Oui, monsieur. Apparemment, vous ne voulez pas que l'Union sacrée évolue. On a dit finalement que RAM, ça à un même moment, c'est aussi, ça fait partie de la gratuité de l'enseignement. Au même moment, RAM, ça booste un peu beaucoup de choses. Au même moment, cet argent-là, les gens payent parce qu'on veut nous instaurer un nouveau système et que quand votre téléphone va se perdre, on va retracer cela. Il y a beaucoup de choses un peu qu'on avait dit dès l'entrée de jeu de ces registres des appareils mobiles. Mais après, ça a tourné au vinaigre. Mais qu'est-ce qui se passe, vous, en tant qu'analyste éclaireur de la population? Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme un mot pour dire par rapport à cette notion? Merci, monsieur le journaliste, pour la parole m'accordée. Ouais. Je voudrais vraiment d'entrée de jeu tirer la sonnette d'alarme, puisque nous sommes face à une situation vraiment qui est à la une. Vous voyez, la population congolaise, comme vient de le dire mon co-débatteur, monsieur Marc, est en train de vivre avec moins $1 par jour. Ouais, déjà, la situation, voilà, la situation sociale est catastrophique. Nous sommes tous appelés à ce que l'on puisse arriver à supprimer, exiger la suppression de cette taxe, que je ne saurais appeler taxe. Je suis vraiment perdu par rapport à cette dénomination, pour chercher au moins à résolver ces problèmes, puisque la population a besoin du minimum, c'est-à-dire de vivre sa vie d'une manière assez paisible. Mais excusez-moi, quand on vient avec des systèmes pour essayer d'enrichir notre système, comme ça s'est fait aussi sous d'autres cieux, avec comment si vous perdez votre téléphone, on peut les récupérer. Est-ce que vous estimez toujours que c'est méchant, c'est mauvais? Bon, je dirais, le problème se situe dans la faisabilité, pas dans l'esprit. Parce que, je vous ai encore dit, le revenu moyen du peuple congolais, pour l'instant, n'appelle pas à ce que l'on puisse arriver à nous imposer RAM par-ci, autre taxe par-là. Mais c'est $1.17, c'est pas beaucoup. $1, c'est beaucoup. Déjà, quand on dit que la population vit avec moins de $1 par jour. Ah, donc ça veut dire que c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup pour la population. Ok, congolaise. Très bien. Ok. Alors, merci beaucoup. Ça, c'est le propos de messieurs Patient. Vous venez de suivre. Finalement, RAM, on peut dire, qu'est-ce qu'on peut conclure? Ça nuit les Congolais. Ça nuit les Congolais. Tout le monde en parle. Il y a même ceux-là de l'Union sacrée, en tout cas, qui disent qu'on n'en peut plus. Il y a d'autres qui ne savent même plus, ils ne savent pas d'où ça vient. Alors, vous qui nous gérez, s'il vous plaît, ayez quand même l'écoute sur cette population que vous gérez, parce que souvenez-vous que ce sont eux qui vous donnent leur voix. Et quand eux vous donnent leur voix, vous devrez par principe de redevabilité leur entendre en revanche. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Alors, nous allons maintenant poursuivre notre sujet du jour. Nous avons aujourd'hui des minutes, vous allez suivre. Je crois que la fois passée, vous avez demandé à ce qu'on vous donne du temps pour suivre très bien cette émission. Aujourd'hui, en tout cas, vous en aurez. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la tête de la CENI actuellement et
tout ce qui vient de se passer la semaine. Finalement, l'Assemblée nationale a décidé, le comité paritaire a finalement remis tout ce qu'il pouvait faire et finalement Denis Kadima entériné. Alors ce que nous attendons, c'est maintenant le chef de l'État qui doit promulguer et puis accepter cela. Mais finalement, moi j'ai envie de poser la question par rapport à notre sujet, monsieur Jean-Marc Bakingo. Vous êtes un homme scientifique. Vous pouvez éclairer l'opinion par rapport à ceci. J'ai d'abord la première question à vous poser. Est-ce que cette procédure a respecté les normes? Vous avez 4 ou 5 minutes pour répondre à cette question. Merci beaucoup, M. John, une fois de plus pour cette question. Je pense que je n'aimerais pas ici emprunter les concepts en vogue pour ne pas être robotisé, parce que je vous ai dit ici, je suis venu en tant que Congolais, réfléchir en tant que Congolais, donner mon point de vue en tant que Congolais. Exact. Alors, qu'est-ce qui se passe à la CENI aujourd'hui? Vous savez, lorsque vous lisez l'exposé des motifs de notre Constitution, on nous dit que plusieurs crises que nous connaissons dans notre pays sont dues à la crise de légitimité. Et puis, l'institution qui doit légitimer les institutions, entre guillemets, excusez-moi pour la tautologie, c'est la CENI. Parce que lorsque les citoyens, les Congolais, ils vont jeter un papier à lire, ils vont donner le pouvoir et le vouloir à un homme, à un monsieur. Il faudrait que celui-là puisse refléter réellement la volonté de la population. Okay. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous prenons la CENI. Que dit la loi? Nous avons une structure qu'on appelle, j'oublie vraiment les noms, mais des sociétés civiles, entre autres les églises, oui, qui sont habilitées à nous produire les animateurs de la CENI, entre autres les présidents de la CENI. Oui. Alors, j'essaie un peu de feuilleter la charte de ces confessions religieuses. Oui, oui. Alors, lorsque je lis ça, je trouve un peu quelque chose d'extraordinaire, si je peux appeler ça comme ça. Très bien. Lorsque vous lisez l'article 7 et 8, c'est vraiment clair. De la charte de la confession religieuse. C'est clair. Oui. J'ai lu là-bas, on dit, le seul organe ou entité à pouvoir engager cette structure avec le tiers, on dit c'est la CENCO. C'est le président. Le président. Alors, le président là-bas? Le président de toutes les structures. De toutes les structures. Oui. Et dans cette charte-là, le président ou le présidium est dirigé par la CENCO et le CC. Ok. Donc, le porte-parole de cette structure-là, c'est la CENCO. La CENCO, celle qui est habilitée à aller vers l'extérieur. Ok. La CENCO qui est habilitée à aller vers l'extérieur. C'est-à-dire communiquer avec les tiers. Comme dans les cas sous examen, ici c'est avec l'Assemblée nationale, c'est la CENCO qui devrait en principe. Donc, hormis la CENCO, il n'y a pas un autre mécanisme pour la charte donner des informations. Mon cher, j'ai lu la charte, on dit ceci. Très bien. C'est-à-dire, un PV pour qu'il soit valable, Oui. il faudrait qu'il y ait la signature du président et avec les autres. C'est-à-dire quoi? Dans cette charte-là, le président de la CENCO peut seul engager la structure. Il peut seul signer au nom de toutes les confessions religieuses et ce PV-là, il est valable. Tout comme il peut aller avec les autres. Les autres confessions religieuses peuvent aussi signer. Alors, mais dans les cas sous examen ici, on s'est rendu compte que et le CC et la CENCO n'ont pas signé ce PV. Et j'ai suivi dans les médias certaines personnes dire que l'entraînement de Malonda, c'est de Kadima, je pense. De Kadima. C'est pas Malonda. Kadima. Ouais. L'entraînement de Kadima, c'est du Malonda version IDPS. Moi, j'ai entendu les gens dire. Donc, c'est-à-dire, le même reproche qu'on a fait hier, il y a quelques jours, il y a 2 jours, 3 jours, sous le bureau Madame Mabounda. Pour Malonda. Oui, ce sont les choses qui reviennent aujourd'hui. Donc, c'est la même chose qui s'est reproduite. Hier, si les gens sont sortis dans les rues, on a appelé à gauche, à droite. Non, la désignation de Malonda n'avait pas obtenu le consensus des autres professeurs religieux. Je me souviens de la lettre du chef de l'État qu'avait adressée à Madame Mabunda pour dire que la désignation de Malonda n'a pas respecté la procédure. Par conséquent, je suis dans l'impossibilité de prendre une ordonnance nommant le bureau Malonda. Conséquence, Malonda a été décalé. Aujourd'hui, on nous sort même le même système, le même scénario. Avec la même procédure. La même procédure. Qui a été contestée. Hier. Voilà. Aujourd'hui, on nous sort le même procédure pour dire non, faites cette fois-ci, il faut venir valider les PV. Ça c'est, je peux même dire ça de manière générale. Moi, je suis en train de voir que cette procédure-là n'a pas
cette façon de faire là n'a pas respecté la procédure. N'a pas respecté la procédure, Alors, par oui. conséquent, Oui. ils ont intérêt à revoir les calculs pour nous éviter des situations confuses dans le pays. Très bien, merci beaucoup. Vous venez de suivre l'analyse, une analyse claire. Ce que je peux retenir, c'est par là que nous allons maintenant passer à Monsieur Patient qui est à ma droite, qui est à ma gauche, pardon, je voulais dire, Voilà. pour lui poser la même question aussi. Vous avez suivi votre co-analyste, pour ne pas dire co-débatteur, qui a dit que la SENCO peut-être pouvait seule engager toutes les confessions religieuses, mais les confessions religieuses ne pouvaient pas partir sans la SENCO. Alors, est-ce que vous partagez ce même avis en répondant si exactement cette procédure a respecté vraiment les normes? Voilà, déjà... Je vous donne aussi 5 minutes pour la même question, comme lui aussi l'a pris 5 minutes. Merci, M. John. Oui, par rapport à l'intervention de mon co-débatteur, M. Marc, que je salue bien évidemment, tout devait se faire dans le respect des textes. On n'improvise pas lorsqu'on est dans le cas de gestion d'une aussi grande institution. Vous savez, voilà, le peuple congolais mérite d'être respecté, puisque c'est grâce à ces peuples que ceux qui dirigent sont là où ils sont. Ils sont là pour servir ces peuples. Ils ne sont pas là pour se servir de ces peuples. Donc on en a assez vu. Nous demandons à ce que tout soit respecté, puisque la désignation des animateurs de la CENI ne devra en aucun cas susciter des controverses. C'est comme, par exemple, un astronaute qui décide de tenter une sortie extravéhiculaire sans sa combinaison. Vous savez quelle sera la suite, c'est catastrophique. Ouais. Nous devons avoir un œil rivé vers l'avenir, c'est-à-dire les résultats des élections. C'est là où nous allons. C'est comme un véhicule qui tend vers les murs. Les résultats ne doivent pas être contestés ou contestables, puisque si on arrive encore à fragiliser l'unité nationale, vous savez, faire 2 pas en avant pour retourner encore 3 ou 4 pas, c'est comme si on tourne en rond, on ne fait absolument rien. Nous demanderons à ce que le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, de pouvoir prendre sa responsabilité. Après cet entérinement qui a suscité beaucoup, qui a fait couler beaucoup d'encre et salive, ça revient à lui en tant que garant et autorité suprême de prendre une décision responsable, puisque tout sera compté par rapport à sa mandat. Donc finalement, vous voulez conclure pour dire que ça n'a respecté aucune procédure et la norme est biaisée. Affirmatif. Affirmatif. Oui. Donc finalement, on ne peut pas le considérer et on doit reprendre encore la machine. Comment ça va se passer? Il n'y a pas quelque chose qu'on peut cacher. Déjà, l'exemple qu'on a donné de M. Ronsard Malonda, on n'a pas hésité à revoir les choses puisqu'on s'était dit que ce n'était pas constitutionnel. Mais le temps. Mais également... Oui, ici on court derrière le délai, s'il vous plaît. À quoi servira à ce que l'on puisse faire les choses dans la précipitation pour que les résultats soient, je dirais, macabres? Ah, donc vous estimez que c'était une précipitation? C'est une précipitation. Alors, parce que vous parlez de la précipitation, excusez-moi de vous donner une deuxième question avant que je rentre pour donner la parole à Monsieur Jean-Marc. Mais vous estimez que c'est le forcing ou c'est normal? Donc on a forcé les choses, je voulais dire. En quelque sorte, on a forcé les choses. En tout cas, je ne voudrais pas... Qui a forcé? Qui a forcé? Oui. Bien évidemment, on a parlé là-bas. Il y a un conflit d'intérêts politiques. D'intérêt politique. Vous avez soulevé quelques noms des renommés qui ont eu à se soulever, à faire des lettres publiées sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas là pour citer des noms, mais... Ah, vous parlez des ressortissants de l'UDPS? Bon, ça dépendra de la manière dont vous prenez les choses. Je parle d'une manière générale, les choses ont été précipitées. Monsieur Patient, s'il vous plaît, excusez-moi. Je voulais qu'on fasse des analyses rationnelles, des analyses vraies. Oui. Vous êtes un analyste que beaucoup de gens suivent, s'il vous plaît. Oui, oui. Nous sommes ici pour que vous puissiez éclairer les lanternes des uns et des autres. Quand vous nous dites qu'il y a des uns qui ont publié des documents, sans pour autant citer le nom, vous suspendez la réflexion de ceux-là qui nous suivent. Essayez de faire arriver au bout la réflexion de ceux-là qui nous suivent. Je vous relance encore avec la même question pour vous poser. Oui. Vous pensez que qui, au sein de tous ceux qui étaient acteurs autour de cette grande, je peux dire, grande histoire des désignés et puis enfin d'entériner, qui sont ceux-là qu'on peut donner, pointer du doigt pour dire que tel, ce sont ceux-là qui ont mal fait les choses? Je ne vais pas me dire. Je reviens sur mes propres paroles en disant que les conflits, nous tendons vers une implosion
Vous savez, je suis en train de dire en tant qu'analyste politique qu'on est en présence d'un conflit d'intérêts politiques qui n'a rien à voir avec l'intérêt suprême de la population congolaise. Donc, mais les intérêts politiques, c'est de qui et de qui? Ça appartient d'où? Parce qu'il faut que la population soit fixée, M. Patient. Les intérêts partent du fait que, actuellement, vous voyez M. Denis Kadima, il a été entériné au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. Tout est suspendu au stylo du président de la République, chef de l'État. Je ne suis pas là pour parler des UDPS ou quoi. Le président de la République, il n'a pas de clivage. Il est père de la nation. Tous nous sommes derrière lui. Garant de bon fonctionnement des institutions. Bien évidemment. La décision qui s'en suivra venant de lui, ça ne sera pas une décision profitable à sa famille politique. C'est une décision qui devra être profitable à la population congolaise. Quand on parle de la population congolaise, nous voyons toutes sortes de partis, toutes sortes d'idéologies. J'appelle encore le chef de l'État à pouvoir prendre en compte cet aspect des choses. Très bien. Merci beaucoup. Je comprends, M. Patient n'a pas besoin de citer des individus. Parce que moi, il y a toujours un prof qui me dit, les grands esprits échangent autour des idées, les petits esprits échangent autour des individus. Peut-être c'est la méthode qu'il a voulu emprunter cet après-midi. Mais est-ce que ça suffit pour que M. Jean-Marc puisse rebondir un peu avec des mots plus clairs? Avec des mots plus clairs, parce que j'ai envie de lui poser la même question. La même question que j'ai envie de lui poser, c'est la question que je posais à M. Patient. Si nous parlons de forcing, je crois que vous allez me dire oui, mais je ne sais pas. Est-ce un forcing? Oui ou non? Mais dites-nous, qui force? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense qu'avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même essayer un peu de... Vous n'avez que 4 minutes. De revoir certaines choses. Oui, 4 minutes s'il vous plaît. Alors, monsieur Denis Kadima, le nom est passé à l'Assemblée nationale, entre guillemets entériné. Maintenant, c'est ici la table du chef de l'État pour qu'il signe l'ordonnance. Mais j'aimerais d'abord, avant que je puisse répondre à votre question, vous dire que le chef de l'État est aussi dans l'impossibilité de prendre l'ordonnance maintenant. Ah bon? Il est dans l'impossibilité. Pourquoi je vais vous le dire? Pourquoi il est dans l'impossibilité? Parce que les noms qui sont sur la table du chef de l'État, ou la liste n'est pas complète. Très bien. Ça, c'est un nouveau élément. Pour qu'ils prennent l'ordonnance, il en manque, je crois, 3. Il faudrait qu'il y ait 15 noms. Ok. Mais jusque-là, si la table du chef de l'État, il n'y a que 12 noms. Oui. Ce qui fait qu'il ne peut pas prendre l'ordonnance. Conséquence, la machine est bloquée. Donc, il reste maintenant à l'opposition, la MOUCA et puis FCC de l'ancien président de la République, qui doivent maintenant envoyer leurs noms pour que le bureau soit complet. Donc, malheureusement, ces gens-là, en suivant les déclarations dans les médias, on se rend compte que ça sera difficile. Vous s'envoyer. Si tel est le cas, la machine est bloquée. La machine est bloquée. Donc, si tel est le cas, vous dites aussi, vous confirmez que c'est un forcing. Bon, moi, je ne peux pas emprunter les expressions des gens. Les gens ont dit que c'est un forcing. Bon, ça, ce sont ces gens-là. Mais moi, je vais au moins réfléchir autrement. Vous savez, en politique, on ne se fait pas de cadeaux. On ne se fait pas de cadeaux. Mais je suis en train de regretter quand même l'attitude que certaines personnes ou certaines structures politiques sont en train de prendre maintenant. Là. Parce que ce sont des méthodes que peut-être on était en train de décrire il y a quelques jours, il y a quelques années, qui semblent revenir. Nous voulons la paix dans ce pays. Et nous savons que la CENI, c'est une institution hautement stratégique. Une institution où on ne fait pas attention, ça peut brûler le pays. On se souvient des élections de 2018 ici, où partout on disait au Congo c'est la fin du monde avec les élections. Parce que Nanga, et des choses comme ça, il était cité dans tous les médias chaque jour. Alors, donc, puisque vous dites que la politique, on ne se fait pas de cadeaux, j'ai envie de réfléchir un peu. Un auteur, Machiavel, c'est l'une des personnes des cours que vous dispensez à l'université, évidemment, avec son livre Les Princes, qui dit que tous les coups sont permis, admis, lorsque vous êtes en train de vouloir avoir chacun des positionnements. Et là, finalement, vous retombez dans cette théorie-là où vous acceptez, finalement, vous dites que, comme on ne se donne pas de cadeaux, finalement, le forcing peut aussi être accepté. Mon frère ami John, nous parlons de choses sérieuses. Pourquoi on doit forcer la désignation de membres de la CENI? Pourquoi? Mais parce qu'en politique, on ne se fait pas de cadeaux. Vous savez, nous sommes en Afrique, malheureusement, parce qu'en Afrique, on ne vote pas les idées, on ne vote pas les bilans, on vote la corruption, on vote n'importe quoi. Pour laquelle
Oui, nous sommes en Afrique. Ah. Donc, on peut forcer les choses. Mais je vous dis, dans des pays sérieux, dans des pays de vieille démocratie, même si la démocratie elle est importée, alors des choses comme ça n'allaient même pas se passer. Ici, chez nous, moi, j'aimerais appeler à la responsabilité des chefs de l'État. Ici, je ne l'appelle pas comme politique, mais je l'appelle comme garant du bon fonctionnement des institutions. Les chefs de l'État ont intérêt à ce qu'il y ait la paix dans ce pays. Je l'ai suivi aux Nations Unies. Il a dit le peuple congolais a besoin de la paix. Il n'y a pas de développement sans la paix. Okay. Moi, j'avais aimé cette phrase. Okay. Maintenant, là, les chefs de l'État ont intérêt à planter les décors de la paix. C'est-à-dire quoi? État congolais, il peut appeler ses frères qui sont à gauche, à droite. Mes chers frères, venez. Parce que vous avez parlé d'un point ici, les délais, il faut, on court derrière les délais si on laisse la situation perdurer comme ça. Alors, moi, j'aimerais vous dire ici, parce qu'on est dans un, c'est pas moi, je m'abstiens de cette qualification. Vous savez qu'à la CENI, il y a une administration qui fonctionne. Que fait cette administration-là? Est-ce que maintenant, là, on ne peut pas donner le moyen à l'administration qui existe là? Cette administration nous fait le travail. Nous organisons les élections. Pas nécessairement organiser des élections. Mais il y a des comment on appelle ça? Il y a un travail quotidien. Il y a un travail administratif qui se fait dans le fond. Oui. Et qui se fait même avant les élections. Les élections que nous allons, le jour où nous irons à l'urne, ça serait un dimanche, c'est pas moi, un seul jour. Ouais. Mais avant que nous arrivions à cette date-là, il y a des choses qui se font. Voilà, en amont, voilà. Mais pourquoi ne pas donner les moyens à cette structure-là qui existe, avec cette structure-là qui existe? Sûrement qu'ils travaillent déjà. Sûrement qu'ils travaillent déjà. Pour qu'ils commencent déjà le travail, en entendant les communes politiques, les calculs des uns des autres, quand ils vont se mettre d'accord, pour que nous puissions réellement aller aux élections. Ça, on a compris. Mais maintenant, avant que je ne puisse passer la parole à M. Patient, je suis tenté de vous poser une question. Ensemble de Moïse Katumbi, l'Amouka de Martin Fayou, le FCC de Joseph Kabila, je crois qu'aujourd'hui c'est mosaïque, moderne, qu'est-ce que sais-je encore, ils s'opposent farouchement. Ils s'opposent. Vous avez suivi Francis Kalombo, vous avez suivi Geneviève Inagosi, vous avez suivi Martin Fayulu et Adolphe Mouzito. Ils s'opposent farouchement. Maintenant, je voulais juste savoir, est-ce que ce refoulement peut-il occasionner des risques en ce qui concerne, d'abord, on parle de l'hémicycle, qui est la chambre basse du Parlement, et est-ce que ça aura des répercussions sur la structure de la CENI, ou encore des répercussions néfastes sur le pays? Vous avez 3 ou 4 minutes pour répondre à cette question, avant que je ne passe la parole à M. Patient lui-même. Oui, la question qu'on doit se poser avant que je ne puisse répondre à cette question, c'est pourquoi il s'oppose. Parce que Moïse Katumbi, avec son ensemble, il a des députés. Qui sont évidemment dans l'Union sacrée. Ok. Martin Fayoul m'a dit avec ses députés, avec son frère Mozito et les autres, ils sont dans la Mouka. Vous prenez l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avec son FCC. Ce ne sont pas des personnalités de moins de valeur. Ce sont des grosses légumes. Et ce sont des acteurs clés de la situation politique dans notre pays. Donc, si vous voulez faire quelque chose, il faut faire avec. Ce sont des gens, ce sont des partenaires clés. Ah, donc vous estimez que leur refus, il faut tenir cela en compte? Non, la raison pour laquelle je vous ai dit ici, moi je n'appelle pas le chef de l'État comme, vous allez m'excuser, ressortissant d'un parti politique qui s'appelle IDPS, mais je l'appelle comme garant du bon fonctionnement des institutions. Très bien. Lorsqu'il a prêté serment, il a dit que je suis le président de tout le monde, y compris de l'ancien président, y compris l'ensemble de Moïse Katumbi, le chef de l'État a intérêt à écouter ces gens-là, ses frères. Il dit, qu'est-ce que vous parlez? Moi, Martin Fayoulou, voilà ce que je propose. Moi, Moïse Katumbi, voilà ce que je propose. Moi, Joseph Kabila, voilà ce que je propose. Il appelle ses frères. Ce sont des frères. Ils se racontent, je sais pas moi où, quelque part. Ils essaient un peu de parler pourvu qu'on puisse éviter au pays cette crise en gestation ou crise artificielle qui peut venir. Vraiment. Parce que nous voulons la paix, nous voulons les élections crédibles, crédibles, pour que finalement le jour où on va publier les résultats, que les Congolais sortent dans les rues, pas pour être gazés cette fois-là, pour qu'on puisse jubiler, dire que non, finalement, celui à qui j'ai jeté mon papier dans l'urne, c'est celui-là qui a été publié. Très bien. À ce moment-là, ça va éviter. Moi, je me rappelle, avant que vous passiez la parole à mon ami patient. 30 secondes, oui. Il y a un monsieur, il est décédé, paix à son âme. Il avait dit en Belgique que les pommes du Congo
Aujourd'hui, c'est les élections. Les jours où les élections seront bien organisées, paix à son âme, ce monsieur-là. Les jours où les élections seront bien organisées, c'est lui qui sera proclamé. Et c'est celui que les Congolais ont voté. À ce moment-là, il y aura la paix à l'Est. Très bien. Quelqu'un a dit ça. Ça, c'est quelqu'un qui a dit ça. Je ne sais pas si ça va aussi rejoindre la pensée de beaucoup de Congolais. Est-ce qu'on a besoin de l'organisation de très bonnes élections? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Est-ce que celui qu'on nous publie, c'est toujours la personne que nous votons? 2006, 2011, 2018, contestation, gaz lacrymogène, fimbu na fimbu, prison, ceci, cela, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut envisager pour que ça ne revienne pas? Ici, avec ce que nous voyons ici, messieurs patients, je me tourne vers vous. Ensemble pour la République. Lamouka, FCC, tous ces gens-là contestent finalement. Ils disent que nous ne voulons pas. Ils ont un refoulement pour ce qui vient de se passer. Maintenant, vous dites-nous en tant qu'analyste, est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce que ça peut causer un risque si cette franche partie ensemble, Lamouka et FCC, n'en veulent pas? Déjà, messieurs, en 3 minutes, s'il vous plaît. Déjà, je voudrais corroborer que l'organisation des élections avec une CENI et en sa tête des animateurs qui suscitent la fête dans un camp, mais aussi de la colère dans un autre camp, ça laisse déjà à réfléchir. Mais vous devez savoir aussi que tout le monde ne peut pas être content dans l'unanimité. Pour quelque chose, il y a toujours l'opposition, il y a toujours la majorité. Bien évidemment. Tous les Congolais ne peuvent pas être d'accord, mais c'est la majorité qui prime quand même. Mais cette unanimité ne doit pas être de cette manière. C'est-à-dire, le camp qui jubile, c'est un camp qui a toujours préexisté, et le camp qui n'est pas d'accord, c'est un camp qui a toujours existé. Sois un peu plus clair. Oui, sois un peu plus clair. Ça ne s'est pas fait d'une manière improvisée. Quel est ce camp qui jubile et quel est ce camp qui conteste? Ces camps qui jubilent, c'est qui, selon vous? Tout comme moi, messieurs les journalistes, vous avez suivi la séance qui s'est déroulée au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas là pour traîner dans cet aspect des choses. Je voudrais juste inviter les autorités congolaises, les dirigeants, toutes les personnalités politiques à penser aux conséquences. Puisque ce que nous faisons aujourd'hui, les conséquences vont être remarquées dans les jours à venir, c'est-à-dire après les élections. Nous devons beaucoup plus, ce qui est ultime, c'est garantir la souveraineté nationale. Nous devons préserver l'unité nationale, ces sentiments de joie en sachant qu'on appartient à un pays souverain. Mais quand Lamouka, par exemple, excusez-moi de vous avoir interrompu la parole, mais lorsque Lamouka conteste et Lamouka n'en veut pas, ils disent que non, nous sommes contre. Mais Lamouka a un de leurs qui est repris dans cette liste-là. Lamouka a un de leurs repris, donc ça veut dire on dit que l'opposition finalement est représentée. Mais on dit quoi alors finalement? On dit quelque chose de son contraire. Raison pour laquelle, si vous m'avez religieusement suivi au départ, j'ai eu à dire, il y a une certaine complication dans le sens où on n'arrive pas à cerner, on n'arrive pas à différencier l'intérêt personnel de l'intérêt de la République. Tous ceux-là qui vont à l'encontre de l'idéologie de leur parti politique, automatiquement vous pouvez comprendre, vous conviendrez avec moi, ce sont des gens qui sont là, des ventriotes, excusez-moi pour les concepts. Non, mais la République ne fait que fonctionner avec des individus quand même. Des individus, oui, mais autour d'une certaine idéologie. Idéologie comme laquelle? Par exemple, autour de la CENI, il est question tout simplement de voter. Puisque la CENCO était décotée, alors finalement, ils ont utilisé l'article 18 de leur constitution, finalement, de leur charte, pour entériner M. Denis Kadima. Et la commission paritaire a fini à faire son travail, respectant les procédures et la norme. Ils disent qu'ils ont aussi ce pouvoir. Et aussi, vu que l'opposition est représentée dans cette liste-là, finalement, on dit quelque chose et son contraire. Déjà par le fait que chaque bureau politique des partis concernés sont en train de fustiger cette décision, pendant que parmi eux, il y a ceux qui sont pour, qui l'ont fait peut-être en catimini. Ça laisse déjà à comprendre qu'il y a une sorte de corruption. Alors, que pensez-vous de ceux-là qui disent qu'on est en train de procéder à c'est quelque chose de débauchage? Débauchage, le système de débauchage, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nul ne peut encourager ce système. Je vous ai dit que tout doit tourner autour d'une idéologie. Tel que moi, au sein de mon parti, si j'ai adhéré dans mon parti, le PENEC, c'est par rapport à son idéologie qui m'a plu. Ce n'est pas par rapport à la beauté de mon président national ou à la beauté de mon secrétaire général, non plus par rapport à nos affinités, bien que ce sont des amis de longue date. C'est pour cela que je dis tout doit tourner autour d'un idéal. Alors, oui. Maintenant, si par exemple tout doit tourner autour des idéaux, mais aujourd'hui tout le monde décrit finalement
qu'il y a certains députés qu'on a repêchés, on a pris de l'opposition, on a amené, on les a achetés avec de l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce vrai? Est-ce que vous... je sais que vous n'encouragez pas ça, mais est-ce que vous aussi confirmez cela? Je n'ai pas de preuves juridiquement pour étaler cet aspect des choses. Mais je vous promets que dans les jours à venir, ces mêmes députés auront encore à faire volte-face, c'est-à-dire pour leurs intérêts personnels. Je n'aurai pas à me fatiguer, à me lasser, à marteler sur ce point. Ils auront encore à faire volte-face, ils vont encore retourner de là où ils sont venus. Nous encourageons la population congolaise à se prendre en charge, puisque tout ce qui se passe, ça se fait au vu et au su de tous. En communion avec le président de la République, et j'encourage à prendre des décisions responsables et réfléchies, la population congolaise est aux aguets, elle ne restera pas dupe aussi longtemps. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous avez le temps, je vais finalement passer la parole à monsieur Jean-Marc. Lui va nous répondre et puis je vais revenir vers vous parce que nous sommes déjà en train d'atterrir pour finir évidemment notre émission. Nous sommes en train d'atterrir, nous sommes déjà à la fin. Vous êtes en train de suivre comment les idées sont en train de jaillir ici. Il est question des idées. Alors, je suis vraiment très heureux d'être entouré de ces deux analystes autour de moi auxquels nous sommes en train de réfléchir sur les questions vraies, sur les questions vitales de ce qui concerne la République démocratique du Congo. Mais avec cette configuration, si par exemple on doit ajouter, c'est-à-dire on doit ajouter seulement les noms qui manquent, les 3 noms qui manquent. Dites-nous un peu, messieurs Jean-Marc, vous estimez que nous pouvons avoir des élections transparentes? Il est question des individus ou ici il est question des intérêts comme le frère l'a dit ici, mon frère à côté, ou bien on peut simplement ajouter les 3 et pour finalement le président de la République. Ici, une ordonnance et puis ils sont promulgués. Ou bien c'est un problème des personnes, ou bien c'est un problème simplement des intérêts politiques. Vous avez 2 minutes pour répondre à cette question parce que nous sommes déjà en train d'atterrir. Merci John. Avant de répondre à la question que vous m'avez posée, j'aimerais aussi relever un fait. C'est le refus de l'Église catholique et de l'ECC d'accepter cet enterrement de l'Assemblée nationale. Si on se souvient bien, le rôle qu'a joué l'Église catholique à un certain moment dans ce pays. Et puis l'Église catholique dans ce pays n'est pas un partenaire de moins. Finalement, c'est un acteur clé. Excusez-moi, je vais vous relancer. Vous avez suivi M. Mende, l'ancien ministre de la Communication, qui a finalement dit que l'Église catholique ne nous a jamais accompagnés positivement. L'Église catholique, avant même, depuis Lumumba, ils ont toujours été contestateurs, ils contestent toujours. Mais finalement, on va toujours commencer à les considérer. Pourquoi? À un certain moment, ils devraient aussi être droits et avoir conscience, quoi. Et l'Église catholique dont vous soutenez ici. Vous avez suivi la même Mende, ce n'est pas n'importe qui quand même. Merci pour la question. Je pense que pour ce que l'ancien ministre de la Communication a parlé, personnellement, M. Lambert Mende, c'est quelqu'un que moi, personnellement, je respecte. Par rapport à son franc-parler, c'est un monsieur qui s'y connaît en matière de communication. Mais j'aimerais peut-être pas lui répondre, mais dire que peut-être M. Lambert Mende, l'ancien ministre, l'honorable, il oublie le rôle que l'Église catholique a joué dans ce pays lorsqu'ils étaient avec l'ancien président au pouvoir. Vous savez, c'est grâce à l'Église catholique que nous avons eu les élections en 2018. Parce que tout le monde ne misait que pour les élections dans les délais constitutionnels. Pas seulement l'Église catholique. Non, vous allez parler des martyrs, de tous ceux-là qui ont leur sang. À un certain moment, lorsqu'on a recouru à l'ancien secrétaire général de l'Union africaine, l'ancien premier ministre Eden Kodjo, qui nous a quittés. Alors, le chef de l'État, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avait recouru à Eden Kodjo. Et on a vu ce que le dialogue de l'Union africaine a produit. Alors, le chef de l'État était toujours insatisfait par rapport aux résultats. Il a dit recourir à l'Église catholique. Et c'est grâce à l'Église catholique qu'on a vu le fait Étienne, papa, accepter d'envoyer ses pions au centre de diocèse. Donc, l'Église catholique n'est pas un acteur à minimiser et à négliger, parce qu'ils ont un pouvoir de nuisance qui peut quand même faire fléchir beaucoup de choses. Alors, par rapport à la question que vous m'avez posée sur la crédibilité. La crédibilité qu'on sort. Est-ce qu'avec ces personnes, on peut espérer, ou bien c'est un problème seulement, il faut changer toutes les personnes? Moi, je pense que nous devons trouver la meilleure formule. C'est laquelle? Nous devons trouver la meilleure formule, c'est-à-dire mettre des gens qui font quand même l'unanimité. C'est-à-dire enlever ces gens-là. Bon, moi, je ne saurais pas dire à lever. Non, vous analysez quand même. Alors, mais ce que je suis en train de voir, c'est quoi? Que d'une manière générale,
ceux qui sont déjà là, ils sont d'abord contestés. J'ai vu, il y a un nom de quelqu'un d'Ensemble pour la République qui est là-bas, alors que j'ai suivi la déclaration d'Ensemble disant que celui-là n'a pas eu le quitus du parti d'Ensemble. Donc il y a déjà certains qui on accepte le débauchage. Ah non, mais voilà, donc on l'a débauché. Voilà des choses comme ça. Si déjà, avec ces 12, il y a déjà des contestations. L'Église catholique qui n'est pas d'accord, le CC qui n'est pas d'accord, on a une autre frange de confession religieuse qui soutient les M. Kadima et consorts. Alors donc, vous voyez les corps maintenant des contestations est plantées. Donc finalement, toutes ces personnes sont contestées. Donc vous, en tant qu'analyste, finalement, vous voulez nous dire ici... Le problème, c'est quoi, M. John? C'est pas que les personnes sont contestées. C'est la manière dont ces gens-là sont arrivés qui ne racontent pas le sentiment des acteurs. Des acteurs. Donc, les gens qui sont censés nous produire le président de la CENI, ils ne se sont pas mis d'accord. J'ai même suivi M. Labbé Scholl qui a dit que nous avons échoué. Moi, je pense que la déclaration de M. Labbé Scholl ne devrait pas profiter, mais le chef de l'État devrait se servir de cette déclaration. Très bien. Pour s'élever, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, il pouvait même recevoir ses confesseurs religieuses. Il essaie un peu de parler avec lui. Ils implorent la gloire de Dieu comme ils sont des confesseurs religieuses. Et puis, comme ça, ils auront peut-être une formule qui viendra peut-être, je ne sais pas moi, de quel coin, pour qu'on nous mette les gens qui ne seront pas contestés. Parce que avoir Ensemble qui conteste, avoir FCC qui conteste, avoir failli le consort qui conteste, vous avez les CC et l'Église catholique qui contestent, vous savez, chaque structure a derrière lui ou derrière elle, il y a des gens qui la soutiennent. Alors, pour vous dire que si on ne tient pas compte de certaines modifications, de certains calculs, finalement, le pays peut prendre le fait. Par conséquence, le chef de l'État doit s'élever en tant que garant de bon fonctionnement des institutions. Je sais que si le plan de droit sera en difficulté de prendre l'ordonnance, parce qu'il n'y a pas encore tous les noms, il a intérêt aujourd'hui à s'élever, même à charger même certaines personnes, alors afin qu'on puisse trouver une formule autour des Congolais. Merci. Et cette formule-là puisse nous satisfaire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je veux passer la parole pour que vous puissiez nous donner votre conclusion par rapport à tout ce que nous avons parlé aujourd'hui, parce que nous sommes déjà arrivés au terme de notre mission. Je vous donnerai un mot de la fin, mais avant que je n'y arrive, je vais d'abord donner la parole à M. Patient Louembwe Mouzouri. Finalement, c'est un problème de personnes. Apparemment, finalement, c'est un problème de personnes. On dit, ben non, pas M. Denis Kadima, pas les autres, pas qui que ce soit, mettons d'autres personnes. Finalement, on doit simplement changer ou on doit compléter les noms pour finalement que le président de la République appose sa signature. Vous avez une minute, s'il vous plaît. Vous savez, déjà, je voudrais d'abord ouvrir une parenthèse. Vous savez, en quelques minutes, oui, Jean-Jacques Rousseau, dans son œuvre Les contrats sociaux, il a eu à illustrer comment est-ce que le pouvoir revenait à la population. Et la population a choisi quelques personnes parmi elles qui sont désignées pour prendre des décisions à sa place. Mais pourquoi les confessions religieuses ne demandent pas aux questions à leurs fidèles? Ils ne font pas ça, pourquoi? Non, déjà la manière dont les églises sont gérées, ce n'est pas de la même manière dont les institutions. Puisque si vous allez, je vous invite au niveau de l'Assemblée nationale, ces gens qui animent l'Assemblée nationale, ces élus, ce sont des gens qui ont la parole de la population et eux sont censés donner leurs oreilles à la population, raison pour laquelle on organise toujours les vacances parlementaires. À quoi ça servent ces vacances parlementaires si ces députés prennent des décisions qui vont à l'encontre de leur base? C'est pourquoi j'ai dit tout doit tourner autour d'un idéal. Qu'est-ce que la population veut? C'est le social. Le chef de l'État nous a parlé, ce qui a été son discours de campagne, le peuple d'abord. Mais ça doit se ressentir dans le panier de la ménagère. Très bien. Les Congolais souffrent, je martèle, les Congolais souffrent. Nous sommes là pour défendre la cause du peuple congolais au-delà de nos intérêts partisans, au-delà de nos sentiments égoïstes. Très bien, merci beaucoup. Pour votre mot de la fin, comment vous voyez le 2023? Crise électorale, il y aura encore la panique, la pagaille dans le pays. Vous avez quelques secondes, 30 secondes pour conclure cette émission par rapport à ce sujet que nous venons de parler. 30 secondes, s'il vous plaît. Merci. À l'allure où vont les choses, je vois qu'on doit vraiment se mettre en œuvre. Qui doivent se mettre en œuvre? Tout le monde, sans exclure aucune personne. L'opposition, la majorité, le chef de l'État doit réunir toutes les têtes pensantes autour d'une même table pour prendre des décisions, puisqu'on est dans un cas d'urgence. Donc vous prenez un dialogue.
Bien évidemment. Très bien, merci beaucoup. Ça, ce sont les mots qui ont clôturé les propos de messieurs Patient Louembe Mouzouri, qui souhaitent évidemment un dialogue. Finalement, les autres ils disent que mais la CENI, il y a déjà les autres, il faut seulement compléter. Mais de l'autre côté, on sollicite encore un dialogue. Vous comprenez que c'est un sujet qui ne cesse de faire couler pas mal d'encre et de salive, mais on va le continuer. Mais je vais d'abord donner à monsieur Jean-Marc la parole pour clôturer, pour conclure. En tout cas, nous avons fini. Juste un mot de la fin. Vous voyez, 2023, crise électorale, crise dans le pays. Les choses ne marchent pas par rapport avec toutes les analyses que vous venez d'étaler en 30 secondes, s'il vous plaît. Et puis on conclut. Il n'est pas tard de faire le bien. Je pense que si on a intérêt à ce que le pays ne puisse pas prendre fait, le chef de l'État, moi je m'adresse à lui. C'est celui à qui nous avons voté nos papiers à l'IRN. Et celui au nom du contrat social, c'est celui qui nous gère. Il est le garant du bon fonctionnement de l'institution. Donc si le pays prend fait aujourd'hui, c'est lui le responsable. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire? Le chef de l'État... Par rapport à la situation que nous avons, on ajoute les noms ou on fait... Le chef de l'État a beaucoup de mécanismes politiques. Il a beaucoup de formules sur sa table qu'il peut à tout moment utiliser pour que la situation ne puisse pas dégénérer. Je pense que si la table du chef, moi j'invite le chef de l'État à faire appel aux confessions religieuses, en associant aussi certains acteurs clés de la vie politique de notre pays, pour que finalement les pays ne puissent pas prendre fait, et qu'enfin, en 2023, nous puissions chanter et non être gazés nourris par des gaz. Très bien, merci beaucoup. C'est par ces mots qu'on conclut. On veut chanter la victoire, mais on ne veut pas être gazé sur les rues. Ça, ce sont les mots qui ont clôturé les propos de monsieur Jean-Marc Bakindo, qui était à ma droite. Il est chercheur en relations internationales. Et de ce côté, nous avons eu monsieur Patient Louembe Mouzouri, secrétaire général adjoint de la PANEC en question politique et PENEC, pardon, excusez-moi, et idéologique. Voilà, c'est par ici qu'on clôture cette émission. Moi, je vous dis grand merci, en tout cas vous qui avez suivi cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube, Servir ma Nation TV. C'est là où vous allez retrouver l'intégralité de cette émission. Et n'oubliez pas surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer en termes des informations. Là, je dis un grand merci au coordonnateur de ce magazine, Jeunesse d'Avenir et Débat, Monsieur Racine Birega. Alors, lui, je lui dis grand merci. Et je crois que nous allons nous retrouver à un prochain numéro. Incessamment, je crois que ça sera le dimanche. Mais à la présentation, c'est votre serviteur, Monsieur John Kanono. Et moi et vous, aujourd'hui, nous vous disons au revoir. Et nous allons nous retrouver pour un prochain numéro. Ce que j'ai toujours voulu vous dire, c'est que nous avons l'héritage. L'héritage, c'est le Congo. Le Congo, on doit le sauvegarder. Parce que si on ne le sauvegarde pas, on risque de nous ravir. Un très grand héritage. Mais que chacun d'entre nous joue sa partition convenablement. Je vous dis au revoir et à un prochain numéro. Bye. Jeunesse d'avenir débat. Jeunesse d'avenir débat, une émission qui met